Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, aujourd'hui, c'est la 4e fois que j'ai l'insigne honneur de m'adresser à cette Assemblée générale en tant que président des États-Unis. Et ça sera la dernière fois. J'ai vu l'histoire en marche. Et la première fois que j'ai été élu aux États-Unis, c'était au Sénat en 1972. Alors je sais que j'ai l'air d'un jeune homme de 40 ans. Mais j'avais 29 ans à l'époque. Et à ce moment-là, nous étions à un instant charnière. Il y avait beaucoup de tensions, beaucoup d'incertitudes. Et le monde était divisé par la guerre froide. Le Moyen-Orient s'orientait vers la guerre. Les États-Unis étaient en guerre au Vietnam. À l'époque, la plus longue guerre dans laquelle les États-Unis avaient été engagés. Notre pays était divisé, la colère régnait et il y avait des questions sur notre avenir et le pouvoir que l'on pouvait exercer sur la scène internationale. Et à l'époque, je suis rentré dans la vie publique, non pas par désespoir, mais bien au contraire par optimisme. Les États-Unis et le monde ont su traverser cette époque-là. Ça n'a pas été simple. Ça a même été compliqué avec des retours en arrière. Mais nous avons avancé pour réduire la menace des armes nucléaires avec le contrôle de ces mêmes armes. Et nous avons réussi à conclure, à terminer cette guerre froide. Nous avons ouvert un chapitre de paix après avoir retiré nos troupes du Vietnam. Nous avons noué un partenariat nouveau avec le Vietnam qui incarne justement cette capacité que nous avons toutes et tous à nous réconcilier. Aujourd'hui, les États-Unis et le Vietnam sont des partenaires, des pays amis. Et ça, c'est une preuve que même les horreurs de la guerre n'empêchent pas de voir une trajectoire plus positive et que les choses peuvent s'améliorer. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et j'ai eu la grande chance de voir cela se répéter plusieurs fois dans ma carrière. J'étais contre l'apartheid en Afrique du Sud. J'ai vu aussi ce régime raciste s'écrouler. Je me souviens aussi des crimes de guerre qui ont été commis dans les années 90. Et on a aussi lutté à cette même période-là pour le droit des femmes et des jeunes filles aux États-Unis et dans le monde entier. Il reste encore énormément de travail à faire, notamment contre le viol, les agressions sexuelles comme armes de guerre. Le 11 septembre, nous avons été attaqués par Ben Laden et par Al-Qaïda. Nous avons fait triompher la justice. Et ensuite, je suis arrivé à la présidence des États-Unis à un autre moment difficile. Il y avait des nouveaux défis et de nouvelles menaces, mais aussi de nouvelles opportunités. Il faut qu'on arrive à envisager ces menaces-là, ces défis-là, tout en saisissant les opportunités. Il faut en finir avec les guerres qui ont commencé le 11 septembre. Lorsque j'étais vice-président de Barack Obama, on m'a demandé de nous retirer d'Irak. Ça a été difficile, mais nous l'avons fait. Lorsque j'ai été élu président, c'était plus le Vietnam, mais c'était l'Afghanistan qui était le pays avec lequel on était en guerre depuis le plus longtemps. Et on m'a demandé de terminer ce conflit, et je l'ai fait. C'était une décision difficile, mais c'était la bonne. 4 présidents américains avaient tenté de le faire, mais je ne voulais pas être le 5e à tenter de sortir d'Afghanistan sans y parvenir. Il y a eu des tragédies avec des centaines d'Afghans qui sont morts et des dizaines d'Américains aussi qui sont morts. Et je pense à ces morts tous les jours. Il y a aussi les 2461 soldats américains qui sont morts au fil des 20 ans de cette longue guerre en Afghanistan, sans compter les milliers de blessés. Je pense au service qu'ils ont rendu à notre patrie, leur sacrifice et leur héroïsme, à tous ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour nous et pour nos valeurs. J'ai aussi dû rebâtir les alliances de mon pays, des alliances qui avaient grand besoin d'être reconstruites, et on l'a fait sur la base de traités, mais aussi avec des nouveaux traités comme le Quad, avec l'Australie, l'Inde, le Japon et d'autres pays dans la zone Pacifique. Je sais que nombre d'entre vous regardent le monde et y voient beaucoup de difficultés et de désespoir, mais pas moi. Je m'y refuse. En tant que
chefs d'État, nous n'avons pas ce luxe-là. En Ukraine, au Soudan, à Gaza, je sais qu'il y a des guerres, je sais qu'il y a de la faim, je sais qu'il y a des terroristes, de la violence, qu'il y a énormément de populations déplacées, qu'il y a la crise climatique, que la démocratie est en péril, que nos sociétés sont divisées, que l'intelligence artificielle représente autant de risques que d'opportunités. La liste est longue. Mais vous savez, j'ai vu tellement de choses, tellement d'événements, et puis nous avons fait tellement de choses dans le bon sens ces dernières décennies que je suis rempli d'espoir. Je sais qu'il y a une trajectoire positive qui peut s'ouvrir à nous. En 1990, je me souviens qu'on disait que le monde était un endroit où tout pouvait s'écrouler jusqu'à son cœur et que l'anarchie allait se déverser sur le monde entier. Certains pensent que cette citation décrit le monde des années 90, mais aussi celui de 2024. Mais pour moi, il y a une distinction claire. Parce que pour nous, finalement, le monde ne s'est pas écroulé. On observe que les décideurs politiques ont réussi à tenir. On a réussi à surmonter la pire pandémie en un siècle. On a veillé à ce que le Covid ne soit plus maître de nos vies. Nous avons la Charte des Nations Unies. L'Ukraine est aujourd'hui un pays libre. Nous avons investi dans les énergies propres, dans la lutte contre le changement climatique aux États-Unis. Il y a des forces qui cherchent à déchirer notre pays, le monde entier, le chaos, le terrorisme, le cynisme. Il y a des pays qui veulent se retirer de la scène internationale et suivre leur propre chemin. Nous, notre tâche, notre mission, c'est de veiller à ce que l'on reste unis et que ce désir d'union soit plus fort que cette volonté de désunion. C'est pourquoi nous venons ici tous les ans pour réaffirmer ces partenariats et pour surmonter ensemble ces défis, pour qu'ensemble nous tenions. Mesdames et messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, je pense que nous sommes à nouveau à un moment charnière, dans la mesure où les choix que nous ferons aujourd'hui vont déterminer notre avenir pour les décennies à venir. Nous devons lutter contre l'agression. Nous devons mettre un terme au conflit. Nous devons surmonter les défis mondiaux comme la maladie, la faim, le changement climatique. Et pour ce faire, il faut planifier tout cela maintenant. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de ces décisions qui vont dessiner les contours des décennies à venir et parler du cap que je pense qu'il faut suivre. D'abord, il faut bien voir que nous avons fait un engagement, celui de lutter contre l'agression de la Russie contre l'Ukraine. On aurait très bien pu protester et s'en tenir à ça. Mais la vice-présidente Harris et moi-même avons bien compris que c'était une agression contre l'Ukraine et contre toutes les valeurs que défend cette institution qu'est les Nations Unies. C'est pourquoi nous avons apporté un soutien humanitaire, économique et militaire à l'Ukraine. Nos alliés de l'OTAN et de plus de 50 pays nous ont suivis dans cette initiative-là. Et puis surtout, le peuple ukrainien s'est dressé. Et j'ai demandé aux personnes de l'Assemblée générale de se lever pour leur rendre hommage l'an dernier. La bonne nouvelle, c'est que la guerre de Poutine ne fonctionne pas. Il voulait détruire l'Ukraine, mais l'Ukraine demeure libre. Il voulait affaiblir l'OTAN, mais l'OTAN n'a jamais été aussi unie, aussi forte qu'aujourd'hui, avec 2 nouveaux membres dans ses rangs, la Finlande et la Suède. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous avons un nouveau choix à faire. Est-ce que l'on va poursuivre ce soutien et aider l'Ukraine à gagner cette guerre et rester libre, ou est-ce qu'on va abandonner l'Ukraine et laisser l'agression de la Russie détruire une nation. Moi, je connais la réponse. On ne peut pas se permettre d'abandonner l'Ukraine. Et nous n'interromprons pas notre soutien à l'Ukraine tant que l'Ukraine n'aura pas remporté ce conflit. Il nous faut aussi nous souvenir de nos principes, notamment lorsqu'il est question de concurrence avec la Chine. Il ne faut pas là qu'on aille dans un conflit économique. Il faut qu'on coopère aussi
au service de nos populations, de nos concitoyens. Il faut qu'on coopère aussi avec la Chine pour lutter contre tout le trafic de drogue. Et je pense à la population américaine, mais aussi à bien d'autres pays. Nous ne voulons pas non plus qu'il y ait de pression qui soit mise d'un point de vue militaire sur certains pays de la part de la Chine. Je pense par exemple à Taïwan. Et dans le même temps, nous devons continuer à bâtir et à renforcer notre réseau de partenaires à travers la région Indo-Pacifique. Cela ne va pas à l'encontre d'un pays, c'est plutôt les bases d'une région libre, pacifique et prospère. De même, au Moyen-Orient, nous devons faire plus. Les attaques du 7 octobre sont évidemment horribles. Chaque pays doit veiller à ce qu'aucune attaque de ce type-là ne puisse se reproduire. 1200 personnes ont été massacrées, y compris 46 Américains, à un festival de musique et même jusque dans leur maison. Il y a eu aussi d'atroces agressions et crimes sexuels, et puis des centaines d'otages. Je connais les familles de ces otages et j'ai une pensée toute particulière pour ces familles qui traversent un enfer. Tout comme d'ailleurs les populations civiles à Gaza. Des milliers de personnes qui sont tuées, y compris des acteurs de la communauté humanitaire. La crise humanitaire est grave à Gaza. Ils n'ont pas demandé cette guerre qui a été déclenchée par le Hamas. On a demandé avec le Qatar, l'Égypte, un cessez-le-feu et une libération des otages. Maintenant, il faut que les parties se mettent d'accord, que les otages puissent rentrer chez eux et que Gaza puisse être sûr et libre de l'emprise du Hamas et qu'on mette un point final à cette guerre. Depuis le 7 octobre de l'année dernière, nous avons aussi été déterminés à ce que ce conflit n'embrasse pas le reste de la région. Le Hezbollah, sans provocation, suite au 7 octobre, a décidé de lancer des roquettes sur Israël. Presque un an plus tard, on a des milliers de personnes qui sont déplacées à la frontière du Liban. Une guerre totale est dans l'intérêt de personne. Et je pense que la solution diplomatique reste possible. Et d'ailleurs, à mes yeux, c'est la seule solution pour que la sécurité puisse revenir dans ces pays-là et que chacun puisse rentrer chez lui. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que nous travaillons jour et nuit. Alors que nous regardons vers l'avenir, il faut aussi réfléchir à comment nous pouvons aboutir à cette solution à deux États, aboutir à un monde où Israël et la Palestine peuvent vivre en paix, en respect de l'autodétermination des peuples, et que la Palestine est un pays à proprement parler. Un progrès vers la paix nous mettrait dans une meilleure position pour aussi lutter contre la menace iranienne. Nous devons étouffer les relais terroristes qui appellent de leur vœu davantage d'attaques comme celle du 7 octobre. L'Iran ne doit jamais avoir l'arme nucléaire. Gaza n'est pas le seul conflit qui mérite notre attention. Au Soudan, il y a aussi une guerre civile sanglante et une crise humanitaire gigantesque qui se déroule. On a 8 millions de personnes qui souffrent de la faim, des centaines de milliers de personnes qui déjà ont été déplacées. Les États-Unis sont parmi les pays qui apportent une aide humanitaire au Soudan et nous avons engagé des discussions diplomatiques afin d'éviter à ce que la situation ne s'aggrave. Il faut que les pays parlent d'une voix et demandent à ce que ce pays puisse être approvisionné en aide humanitaire et que là encore le conflit s'arrête maintenant.
Mais l'absence de guerre n'est pas suffisante. Il faut aussi avoir cette opportunité de vivre en dignité, dans la dignité et d'être protégé du changement climatique, de la maladie, de la faim. Et notre administration a investi 150 milliards de dollars afin d'avancer dans le sens des ODD, les objectifs de développement durable. Nous avons investi dans la santé mondiale, nous avons mobilisé des milliards aussi pour investir dans le secteur privé. Nous avons pris des engagements historiques pour lutter contre le changement climatique. Nous avons renoué avec l'accord de Paris. Et aujourd'hui, mon pays est enfin sur la bonne voie pour diviser par 2 ses émissions de CO2 d'ici 2030. Nous sommes aussi sur la bonne voie pour multiplier par 4 notre financement pour la lutte contre le changement climatique aux Nations Unies. Nous avons rejoint aussi l'OMS et donné à plus de 70 pays des millions de doses de vaccins contre le Covid. Maintenant, il faut lutter rapidement contre l'épidémie de Mpox en Afrique. Et nous avons d'ailleurs fléché des millions de dollars pour aider les pays africains à surmonter ce défi. Et nous avons aussi acheminé 1 million de doses de vaccins Mpox aux pays en première ligne. On enjoint aussi nos partenaires à en faire de même et de faire un engagement à hauteur de plusieurs milliards de dollars pour les populations d'Afrique. Au-delà de la santé et de l'alimentation, les États-Unis, le G7 ainsi que tous nos partenaires ont lancé une initiative importante, celle de mobiliser suffisamment de financement pour aider les pays à renforcer leur infrastructure, notamment pour opérer la transformation numérique et écologique, pour que nos économies dans le monde entier aient de nouvelles bases, pour un futur plus prospère. Cette initiative, elle commence déjà à porter ses fruits en Asie du Sud-Est, dans le sud de l'Afrique et ailleurs. Il faut poursuivre dans ce sens-là, dans ce chemin-là. Nous souhaitons continuer à travailler ensemble. Et pour ce faire, les Nations Unies doivent être plus fortes, plus inclusives. Il faut qu'on s'adapte aux Nations Unies, il faut qu'on entende de nouvelles voix. C'est pourquoi nous voulons étendre le nombre de membres au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mon ambassadeur aux Nations Unies a détaillé notre vision du monde pour aujourd'hui et pour l'avenir. Il est temps d'aller de l'avant. Et le Conseil de sécurité doit en revenir à sa tâche initiale, celui de mettre un terme aux guerres, celui de promouvoir la paix dans le monde entier. Et le Conseil de sécurité doit aussi veiller à ce que les armes les plus dangereuses ne se répandent pas dans le pays, dans le monde entier. Nous avons aussi la responsabilité de nous préparer et de préparer nos concitoyens à l'avenir. Il y aura des changements technologiques qui vont intervenir dans les 2 à 10 ans, qui seront plus importants que ce qu'on a vu au cours des 50 dernières années. L'IA, par exemple, va changer la manière dont on vit et la manière dont on travaille, mais aussi la manière dont on se livre à la guerre. Le progrès scientifique va aller à un rythme de plus en plus rapide et cela va améliorer notre vie, mais l'IA représente aussi des risques très importants avec les fausses informations, avec les armes chimiques, avec bien d'autres menaces encore. Cette année, nous avons voté la première résolution des Nations Unies sur l'IA pour pouvoir établir un ensemble de règles, un cadre pour le développement de l'IA et pour un usage responsable de l'intelligence artificielle. On a 60 pays qui ont signé cette résolution, mais soyons honnêtes, ceci n'est que la partie visible de l'iceberg. Il faut faire énormément plus pour gérer cette nouvelle technologie. Personne ne sait comment l'IA va évoluer ou être utilisée. Personne n'a toutes les réponses. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, j'ai envie de poser en toute humilité 2 questions. D'abord, comment est-ce que nous, en tant que communauté internationale, nous pouvons encadrer l'IA alors que les pays et les entreprises se livrent à une concurrence pour en faire un usage maximal? Il faut que l'IA reste un outil sûr.
L'IA va être de plus en plus puissante, mais il faut qu'elle soit de plus en plus responsable et qu'elle corresponde à nos besoins et à nos valeurs. Et les bénéfices de l'IA doivent être partagés par toutes et tous. Il faut tirer parti de l'IA pour nous unir, pas pour fracturer nos sociétés. L'IA doit aussi veiller à appuyer le principe que chaque vie humaine est importante et que chacun a le droit à la dignité. L'IA doit servir à aider tout un chacun, pas permettre aux dictateurs d'avoir une emprise encore plus forte sur leur population. Dans les années à venir, ceci constituera un test pour notre leadership mondial. Comment est-ce que nous allons encadrer l'IA? Je vais conclure en disant qu'il y a énormément de changements qui se profilent à l'horizon, mais il y a une chose qui ne change pas, c'est que nous sommes ici pour représenter nos peuples, nos populations. We the people, nous le peuple, ça c'est les premiers mots de notre constitution américaine. Et cela a servi de source d'inspiration pour la Charte des Nations Unies. La démocratie a été au cœur de ma présidence. Cet été, j'ai dû décider de savoir si j'allais me représenter pour un deuxième mandat. Ça a été une décision difficile parce qu'être président, ça a été le plus grand honneur de ma vie et j'ai tant d'autres choses à accomplir. C'est une mission que j'ai adorée et que j'adore, mais je préfère encore plus mon pays. Après plusieurs années à servir mon pays, j'ai décidé que c'était à une autre génération de prendre le flambeau. N'oublions jamais qu'il y a des choses plus importantes que de rester au pouvoir. Et le plus important, ça reste nos populations, nos concitoyens. C'est vos concitoyens qui sont le plus important. N'oubliez jamais que nous sommes à leur service et pas l'inverse. Et je pense que l'avenir appartient à ceux qui sauront tirer pleinement parti de la puissance de leur population, cette capacité à innover, à vivre sans peur. C'est ça le socle de la démocratie. Et cela n'appartient pas à un seul pays. Je l'ai d'ailleurs moi-même vu de mes yeux dans le monde entier. J'ai vu le courage dans les yeux des hommes, des femmes qui ont mis un fin à l'apartheid, qui ont fait tomber le mur de Berlin, qui se battent pour la justice au quotidien. On l'a vu aussi au Venezuela, où il y a des millions de personnes qui ont voté pour le changement, un changement qui n'est pas intervenu, un vote qui n'a pas été reconnu. Mais le monde connaît la réalité. On a vu aussi en Ouganda les militants LGBT qui demandaient la sécurité. On a vu des citoyens dans le monde entier choisir pacifiquement leur avenir. Le Ghana, l'Inde et bien d'autres pays encore qui représentent quasiment un quart de l'humanité qui va voter cette année, ce qui est tout à fait incroyable. C'est incroyable la force que nos concitoyens ont et c'est ça qui me donne espoir en notre avenir. Lorsque j'ai été élu au Sénat pour la première fois en 1972, je savais qu'il y avait des défis. Chaque époque a ses défis. À l'époque, j'étais un jeune homme et je me souviens m'être dit à ce moment-là et encore aujourd'hui que nous sommes plus forts que nous le pensons et nous sommes plus forts ensemble que seuls. Et ce que certains disent impossible n'est qu'une illusion. Nelson Mandela disait que tout semblait impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, il n'y a rien au-delà de nos capacités si nous travaillons ensemble. Alors travaillons ensemble. Que Dieu vous bénisse toutes et tous et qu'il protège aussi toutes celles et ceux qui veulent la paix.